fait, j'ai voulu parler des éoliennes et la démocratie. En fait, parler comment est-ce qu'on pourrait résoudre le problème de l'implantation des éoliennes dans un système démocratique un peu évolué. Et je suis très content de passer après Monsieur D'Outremont, parce que voilà, on se rend compte quand même que la façon dont on traite le citoyen, ça ne va pas du tout. Donc c'est pas ça un système démocratique. En tout cas, c'est pas celui qu'on voudrait. Et voilà, j'espère que je pourrais vous persuader qu'il y a peut-être une autre solution. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Alors, comment ça avance ? Alors, qui je suis pour vous parler de ça ? Voilà, je vous ai mis ma photo parce que pour ceux qui sont myopes comme moi dans le fond de la salle, on ne voit pas forcément à qui on a affaire. Et donc, j'en ai profité pour me présenter comme ça, pour mettre ma photo de meilleur profil. Alors, je suis ingénieur civil. J'ai un diplôme complémentaire, on va dire, une formation complémentaire en dynamique participative. Et j'ai eu l'occasion de la mettre en application dans les différents services que j'ai été amené à gérer lors de ma carrière professionnelle. Alors j'ai avec ma femme créé une ASBL qui s'appelle DET et donc qui s'intéresse au déploiement de la dynamique participative au niveau personnel. Ça c'est tout l'aspect développement personnel. C'est au niveau du travail des équipes, c'est le coaching des équipes et le fonctionnement en équipe participative. Et alors au niveau sociétal, donc ça c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est l'aspect sociétal de la possibilité d'implémenter la dynamique participative au niveau sociétal. Alors certains me connaissent aussi d'abord parce que je suis le frère de Daniel, qui vient de passer, et parce que je suis administrateur d'une ASBL qui s'appelle 100 TWh et pour laquelle on milite pour un mix énergétique belge qui soit raisonnable. Et dans ce contexte-là, d'ailleurs, petite parenthèse, je reviens à ma présentation directement, nous sommes occupés à préparer une action en justice contre l'État belge à propos du CRM, le fameux CRM dont on a parlé précédemment. Mais donc, alors, revenons donc à pourquoi s'intéresser à ce thème, en fait, des éoliennes, parce qu'il pose un certain problème, un certain défi au système démocratique tel qu'on le connaît. D'ailleurs, petite parenthèse, quelle est la différence entre une éolienne et un système démocratique ? Bon, il n'y en a pas. Tous les deux tournent en rond. Et on voit ici que la visualisation de ce processus. Donc, la question se pose d'abord où implanter les éoliennes. Elle est imposée, comme on le disait, par les autorités supérieures des communes et évidemment aussi fortement poussée par les lobbyistes et les promoteurs. Finalement, avec ou non certaines concertations, les élus finissent par trancher, par proposer une solution, accepter un permis. Et puis, évidemment, réaction de la population qui conteste cette décision initiale. Au meilleur des cas, il y a une consultation populaire, on redemande l'avis de la population, alors éventuellement il y a un vote qui est organisé. Bien souvent, ce vote on n'en tient pas compte, hein, dans le cas de Fauvillers, donc, que j'ai pris en référence, on n'en a pas tenu compte, le vote avait été négatif, mais on le fait quand même. Et il y a des recours, concessions, et finalement on arrive à plus ou moins un compromis. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Dans le cas du dernier parc éolien de Fauvillers, près de Martelange, ça a pris 12 ans. Alors, c'est pas vraiment un système très efficace et ça crée beaucoup de frustration, mais ce n'est pas le seul endroit où ça crée de la frustration. La transition énergétique est gérée de la même façon. Nous avons des urgences climatiques décrétées par les niveaux supérieurs, l'Europe, la COP26, et évidemment poussées par des lobbyistes. Décisions des élus, comme on l'a dit, plutôt des décisions politiques. On essaie de caler notre agenda politique. Tiens, les écologistes étaient pour la sortie du nucléaire, on va fourguer ça avec
la transition énergétique, alors que ça n'a pas vraiment beaucoup de choses à voir, au contraire. Alors, réaction de la population, il y a toute une question qui se pose sur la légitimité de la décision qui est prise, des blocages, des frustrations, et avec là un effet de retour sur les élus, les populations impactées, impactent quand même un peu leurs élus, et finalement, compromis politique, on passe en force ou pas. Alors, pourquoi est-ce si laborieux de prendre les bonnes décisions dans le modèle démocratique? Ben, à mon avis, il faut remonter à la base de la démocratie actuelle. Et le premier point, c'est le mode de prise de décision démocratique. Ce sont des décisions prises à la majorité. Donc, qui dit majorité dit d'une certaine façon dictature de la majorité par rapport à la minorité. C'est ce que Tocqueville disait dans son livre sur la démocratie américaine. Alors, le système s'est rendu compte de ça, et donc il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place pour limiter cette dictature. Il y a des mécanismes de protection de minorités. Il y a surtout la subsidiarité dont on entend beaucoup parler dans le contexte européen, donc qui est une manière de ne pas faire prendre des décisions pour des gens de la campagne par un maximum de personnes qui habitent en ville. Alors, l'autre problème du mode de décision démocratique, c'est la démocratie représentative, en fait, qui équivaut, certains disent, à une certaine confiscation du pouvoir. Pendant 4 ans, une petite minorité de personnes au faciès très, très jovial là, sur la photo vous confisquent, vous prennent le pouvoir que vous leur donnez, et ils prennent un certain nombre de décisions à votre place. Alors, bon, ça peut fonctionner, il n'y a pas de problème, il faut un certain nombre de personnes qui prennent des décisions pour la société, sauf que ce système pose quand même certains problèmes. D'abord, on confie à des personnes qui sont élues sur le court terme la possibilité de prendre des décisions sur le long terme. Bon, là déjà, c'est pas le mandat qu'on leur donne. Il y a évidemment un terrain béni pour les lobbyistes qui se disent, ben ça c'est facile, je n'ai qu'une douzaine de personnes à convaincre de mes arguments et je peux vendre ma marchandise sans problème. Et alors, il y a la troisième conséquence, c'est la déresponsabilisation de la population qui se sent complètement dépassée par les débats qui se passent au niveau du gouvernement, même pas du Parlement. Alors, pourquoi le système démocratique n'arrive-t-il pas à bien prendre des bonnes décisions aussi dans le cadre de la transition énergétique? Eh bien parce qu'on se retrouve dans les problèmes qu'on vient d'évoquer. Les décisions sur la transition énergétique et même sur l'implantation des éoliennes, ce sont des décisions qui se prennent sur le très long terme, une vingtaine d'années, et par des élus à très court terme. Et donc, voilà, pour eux, c'est pas un très gros problème pour l'implémentation, puisque ça se passera dans une vingtaine d'années. Voilà, le cap sera de tourner à droite, là, comme sur le petit panneau de circulation. En fait, ils ne seront jamais eux-mêmes, à moins qu'ils aient une légitimité politique énorme, disons, concernés par l'implémentation. Alors, le deuxième problème, c'est qu'on a aussi l'effet des lobbyistes sur ce genre de décision. Le lobbyiste, alors, il va impacter ici la sélection des experts qui sont choisis par le gouvernement. On n'acceptera que les experts qui ont les mêmes visions que le gouvernement. Donc, c'est le petit panneau circulation, personne interdite. Donc, d'autres experts qui pourraient penser autrement sont tout à fait laissés dehors. Et alors, la subsidiarité, la fameuse subsidiarité qui protégeait les minorités locales, on va dire, elle est plus respectée vu l'urgence. Sauf que y a quand même un gros problème de prendre des mauvaises décisions au nom de cette urgence. Donc, alors, quelles sont les solutions qu'on pourrait imaginer pour sortir de cette problématique?
Alors ce sont des solutions qui ne sont pas donc nouvelles, qui ont été quand même expérimentées dans d'autres pays, et donc elles fonctionnent. Le système des votations suisses, tout le monde les connaît. Chaque citoyen suisse reçoit environ 1 fois ou 2 fois par mois un beau dossier de la Poste avec un certain nombre de points sur lesquels il doit se prononcer. Les dossiers sont très bien faits, les pour, les contre, et finalement on a une votation qui reflète bien l'avis de la population. Mais bon, ça nécessite une maturité des citoyens. Moi, ce qui m'avait frappé une des dernières votations qu'ils avaient organisées, c'était pour ou contre allonger les vacances scolaires en Suisse. Eh bien, les Suisses ont voté contre, parce en réfléchissant à ça, avec la maturité de votants, ils se sont dit, oui, mais si on augmente le nombre de congés, ça va poser des problèmes économiques, et donc ils ont préféré voter contre. Donc, c'est jamais acquis cette maturité citoyenne, et on ne va pas revenir sur l'exemple du Brexit qui est un peu le contre-exemple des référendums. Alors, il y a les assemblées citoyennes. Les assemblées citoyennes qui ont été d'abord imaginées pour sortir les gouvernants et les parlements de situations difficiles, de décisions qui étaient difficiles à prendre au niveau de la société. Et donc, il y a un certain historique des assemblées citoyennes, mais je reviendrai sur 2 particulièrement intéressantes. C'est le G1000, parce que ça nous concerne. Et donc, on en a relativement entendu parler en Belgique. Ça s'est passé le 11 du 11 2011. Et finalement, c'est une réflexion de 1000 citoyens sur l'avenir institutionnel de la Belgique. Et finalement, bizarrement, après quelques semaines, il y avait un gouvernement qui avait été formé. Donc, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? On ne sait pas, mais en fait, ça a sans doute quand même joué son rôle. L'autre convention citoyenne, l'Assemblée citoyenne, c'est la Convention constitutionnelle irlandaise de 2013, qui a rassemblé 99 personnes. Et là, donc 2 tiers des personnes, 66 personnes étaient issues du public, tirées au sort de la population, et 33 personnes étaient des parlementaires, des politiques. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ils se sont prononcés sur des choses comme le mariage homosexuel, la longévité du président de la République irlandaise, des histoires comme ça. Ils sont venus avec un certain nombre de propositions. Ce qui est tout à fait particulier, c'est qu'après, il y a eu un référendum au niveau de l'Irlande, et les gens de la Convention s'étaient prononcés à 65% pour par exemple, le mariage homosexuel. La population s'est prononcée sur les mêmes thèmes. 65% de la population a voté pour les mêmes propositions. Donc c'est quand même intéressant le match entre les assemblées citoyennes et la population. Alors, il y a, maintenant ça devient une habitude aussi, dès qu'il y a des décisions difficiles qui sont à prendre au niveau du climat, eh bien on crée une assemblée climatique. Et j'en isolerai ici 2 parce qu'elles sont aussi intéressantes et importantes dans mon débat. C'est la Convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu en France entre 2019 et 2020, et l'Assemblée climatique, Climate Assembly UK, en 2020. Je vais me focaliser sur ces 2-là et examiner comment elles ont impacté le débat démocratique. Alors la Convention citoyenne française a été initiée par le président Macron lui-même, un peu suite à l'affaire des Gilets jaunes. Elle avait comme objectif de proposer des mesures pour réduire de 40% les émissions de CO2 d'ici 2030. Alors, comment ça s'est passé? Donc, il y a eu un tirage au sort de 150 personnes dans la population française, avec un souci de représentativité, un certain nombre de respecter le pourcentage hommes-femmes, citadins et campagne et tout ça. Et on considère dans la littérature qu'en fait, on avait, dans cette assemblée-là, une meilleure représentativité qu'au Parlement lui-même,
parce que le Parlement français, ben, c'est essentiellement, comme en Belgique, des juristes, des professions libérales, peut-être des enseignants, mais en fait, on n'a pas toutes les catégories de la population, on a plus d'hommes que de femmes, donc ici, on a fait attention à ça. Cette assemblée a été accompagnée par plusieurs comités, des experts qui leur ont fourni les informations, toutes les informations nécessaires, hein, dont M. Doutremont disait oui, on ne sait pas, on n'a pas d'informations, on doit accepter dans le vide. Et bien ici, on passe vraiment du temps à informer le citoyen, et il y a d'autres experts qui regardent que le processus soit équilibré. Alors, les délivrables qui ont été issus de cette assemblée-là, 149 propositions qui sont, moi je les juge personnellement très raisonnables, et dans 5 domaines qui concernent les émissions de CO2, donc la nourriture, le logement, les voyages, l'énergie et tout ça. Donc les résultats sur la société française, c'est quand même intéressant. La plupart, alors là aussi vous lirez dans la littérature si ça vous intéresse, on conteste un peu l'impact, mais on peut dire qu'en gros, la moitié des propositions que ces gens-là ont fait se sont retrouvées dans des textes législatifs ou réglementaires en France. Évidemment, les partis politiques n'ont pas du tout apprécié d'être mis sur le côté. Et donc vous verrez aussi que s'ils sont d'abord certains disent ok, nous on est pour la participation citoyenne, donc on trouve que c'était bien, mais on n'a pas parlé de tel et tel. J'accélère. Et alors le dernier point, c'est le manque de couverture médiatique. J'ai été en France l'année passée pour une manifestation, personne n'avait entendu parler de la Convention citoyenne. L'Assemblée UK, c'est un peu la même chose. Là, c'était encore un peu plus ambitieux. C'était comment arriver à net zéro en 2050. Aussi, une Assemblée tirée au sort, avec, là, bizarrement, un souci d'inclure des climato-sceptiques dans l'Assemblée. Je vais voir très bien pourquoi. Par contre, donc, cette assemblée a été accompagnée par 5 comités parlementaires, mais intéressant, pas du tout supporté par le gouvernement britannique. C'est une initiative de 5 comités parlementaires. Les résultats ont toujours été aussi raisonnables, je trouve, que ce que les Français ont imaginé, et un peu dans les mêmes domaines, donc c'est très cohérent. Par contre, un résultat sur la société anglaise, les résultats ont été complètement ignorés, les mesures ont été ignorées parce que pas supportées par le gouvernement, pas reliées par les médias. Alors, que peut-on tirer de ces expériences au niveau démocratique ? D'abord, qu'il est possible de généraliser ce genre de prise de décision pour toutes les décisions à long terme de la société. Et j'imaginerais un système de subsidiarité temporelle. Donc on a une subsidiarité géographique, on dit voilà, on veut autant quand il y a des décisions à prendre sur une zone bien particulière, une région, ça se fait de façon subsidiaire par rapport à des décisions supérieures. Eh bien, on pourrait imaginer une subsidiarité temporelle aussi, qui consisterait à consulter les citoyens pour toute décision à prendre sur le long terme. Alors, les conditions d'une bonne participation citoyenne, on l'a vu, la composition, le meilleur type de composition, c'est le tirage au sort un peu sur le modèle des cours d'assises. Il faut évidemment déterminer le mandat de ces assemblées citoyennes. Elles doivent, le politique doit clairement leur dire, voilà, ce qu'on va faire des propositions, et leur fixer éventuellement des lignes rouges à ne pas dépasser, typiquement les budgets, des histoires comme ça. Alors la visibilité, pour que ça fonctionne bien, il faut effectivement une bonne visibilité médiatique des débats. Et donc ça doit être assuré par l'administration. Alors, revenons à nos problématiques des éoliennes, car on constate qu'en la matière, le gouvernement wallon commence à s'intéresser à la participation citoyenne. Donc vous savez qu'il y a
au niveau de la région wallonne une Pax Eolienica, je me suis entraîné à le prononcer, je n'y arrive pas encore tout à fait, qui en fait est une série de mesures prises pour soutenir la filière éolienne en région wallonne. Et il y a une nouvelle version que le ministre Henry a commanditée à une task force. Et dans la lettre de mission de cette task force, il est indiqué qu'il demande l'implication des pouvoirs locaux et des riverains. Et en particulier, il est écrit au travers d'une participation citoyenne dans les projets. Donc, on y arrive. Alors, est-ce que la Pax Eolienica répond à mes critères, à ces critères que je vous ai proposés sur la participation citoyenne? D'abord, au niveau du tirage au sort, non. On ne sait pas très bien comment sont sélectionnés les comités de riverains dont on parle. Limite de délégation de pouvoir, là quand même, on voit quand même que le ministre et l'administration donnent un certain nombre de conditions à respecter pour élaborer la nouvelle Pax. Et alors, suivi médiatique des débats, ben non, il n'y a pas du tout de suivi. Je crois que personne n'a entendu parler des derniers développements en ce matière, donc il y a quand même encore un travail à faire. Alors, comment la Pax, ça ne concerne évidemment que la région. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux pouvoirs locaux dans le contexte de l'implantation des éoliennes sur leur territoire? Eh bien, moi, je leur proposerais de faire des assemblées citoyennes locales avec mission d'établir des règles à respecter par les promoteurs de ce projet. On ne va peut-être pas demander à ces assemblées de décider d'un projet particulier, mais en tout cas de fixer les règles qui sont propres à l'entité où elles doivent être implantées. Le type de participation citoyenne, je crois qu'il est évident qu'il faut tirer au sort en veillant à bien avoir une représentativité de la région, de l'entité communale ou pas. Les limites de délégation politique, du pouvoir politique, ben, en fait c'est assez facile puisqu'il y a l'input de la Pax wallonne, version 1 ou version 2 si elle est déjà disponible, et le suivi de débat évidemment doit aussi être assuré par l'administration pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc, en conclusion, la transition énergétique et toute transition énergétique, toutes les décisions qui doivent être prises dans ce contexte posent un problème au système démocratique actuel. Le problème se pose au niveau national, mais aussi au niveau local pour l'implantation des éoliennes, par exemple. La participation citoyenne est souhaitable pour les décisions à prendre sur le long terme. Et proposition qu'on pourrait faire aux politiques, c'est au niveau national d'organiser une subsidiarité temporelle de décision et au niveau local d'organiser des assemblées citoyennes. Voilà. Merci d'avoir...